parler. Ouais. Bonjour, ça va Eric? Ah ouais, T'es prêt ça va et pour toi? l'interview? Bien sûr. Donc, Jean Rosis, Eric Rable, cofondateur et co-CEO de Real Estate Executive, qui est donc la société qui a développé SmartDex. On est dans le milieu crypto très sérieusement, on va dire, depuis la période 2016-2017. Avant, on suivait ça de loin. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance et pas de chance. J'ai acheté mes premiers bitcoins il y a très très longtemps, mais je les ai vendus à un prix vraiment très nul, parce que je comprenais pas ce que c'était. Eric aussi, je pense, tu peux dire un peu ce que tu pensais de Bitcoin au début? Moi je pensais que c'était de la merde au début, j'avais pas vraiment approfondi ce que c'était, hein. Je pense qu'on est tous passés par là, c'est dommage. Maintenant, effectivement, j'ai commencé à en accumuler 2017, 2018, surtout en 2018-2019, hein, on a accumulé pas mal de Bitcoin parce qu'on croit en cette technologie. Et puis on s'est lancé à fond là-dedans, dans l'étude, tout ce qui est blockchain, Bitcoin, smart contract, etc. Ça nous intéresse énormément. Et on pense que l'avenir, ça sera là-dedans. Donc effectivement, nous on a fondé la boîte en 2019 et puis on a eu plusieurs projets sur lesquels on a travaillé. Chacun ayant donné naissance à l'autre. On avait un projet d'abord strictement dans l'immobilier. Sur cette entreprise, il faut savoir que les deux, on a plusieurs sociétés. Sur cette entreprise, on avait un projet vraiment sur l'immobilier avec la crypto, qui a ensuite donné naissance à une autre idée, qui a ensuite donné naissance à SmartDex. Les deux autres projets sont toujours en cours de développement. Mais comme SmartDex, c'était le truc pour nous le plus important à sortir avant, donc c'est là où on a vraiment mis le maximum de ressources et autour de quoi on a construit une équipe. Donc voilà pour la petite présentation de nos idées et de d'où on vient. Voilà. Donc je pense qu'on peut passer aux questions du coup. Alors ouais, c'est pas une question c'est pas en rapport avec notre DEX en fait, hein, c'est simplement lié au réseau Ethereum. C'est vrai que beaucoup de gens pensaient que The Merge allait régler la question des fees élevées, mais bon, c'était une promesse qu'ils ont fait au début, et après ils ont vite compris que ce serait pas forcément le cas, donc elle a un petit peu disparu. Aujourd'hui, on est un petit peu dans cette idée que, bon, pour l'instant, on est principalement en concurrence avec Uniswap, donc sur Ethereum, mais comme les gens le savent, on va très bientôt démultiplier le protocole sur plusieurs chains. On donnera plus d'informations un petit peu là-dessus, peut-être même dans cette vidéo, je sais pas. Et évidemment, avec ce déploiement sur d'autres layers et d'autres chaînes, les frais vont se diviser par beaucoup. Exact. Effectivement, on est impliqué dans plusieurs entreprises. Alors actuellement, notre temps, on est full-time pour Real Estate Executive qui exploite le site smartdex.io. Et en parallèle, à travers cette même entreprise, on développe d'autres smart contracts pour d'autres applications décentralisées. Je ne vous cache pas qu'on a plein d'idées. Ça, vous le verrez d'ici 6 mois ou une année, mais ça va faire très mal. Et voilà. Donc pour le moment, on est une petite douzaine. Hein, donc on a commencé tous les deux, après 3, après 4, et maintenant on est 12. Donc c'est super sympa. On est une petite équipe là à Montreux, en Suisse. C'est génial. Exact. Il y a aussi le côté entrepreneurial qu'on a chacun. Donc on a d'autres sociétés, mais on a la chance d'avoir déjà des choses qu'on peut déléguer pas mal. Donc effectivement, comme il dit, aujourd'hui on est vraiment full-time là-dessus. Et je pense qu'on n'a pas de plan à moyen long terme de passer sur d'autres business, parce que vraiment il y a beaucoup à faire, comme il dit. Mais oui, donc pour la question de dans quelles autres sociétés on est impliqué, c'est public, hein, il suffit d'aller regarder. Mais voilà, notre temps est vraiment focalisé là-dessus. Alors, pour des raisons de confidentialité, on ne peut rien développer en termes de date, de partenariat avec qui, etc. Ceux qui sont un petit peu malins ont compris qu'il y a moyen de trouver certaines réponses en faisant certains raisonnements. J'en dirai pas plus. On a un listing là, à cette date, pour les gens qui regardant cette vidéo dans 6 mois, ce sera différent, mais on a un listing à cette date qui est prévu pour très bientôt. Pas sur Binance pour le coup. Et évidemment, il y en a d'autres qui arriveront après. Donc les gens suivront le périple de SmartDex à travers les différents exchanges. Mais pour ce qui est de cette question, on ne peut pas donner
de date précise. Alors, pour ce qui est de l'utilité de SmartDex, pour l'instant, c'est vrai que la seule utilité du token, entre guillemets, seule, c'est d'empocher des fees sur le stacking. Maintenant, on a clairement expliqué à la communauté plusieurs fois qu'il y avait d'autres utilités qui allaient venir. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire trop, mais c'est vrai que la question est formulée autour des NFT. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a des partenariats avec des projets potentiellement liés aux NFT qui vont arriver. Ça, c'est déjà prévu, c'est déjà signé. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Après, pour l'utilité du token lui-même, non, il ne sera pas lié au NFT à proprement parler, mais il y aura des questions de gouvernance bientôt annoncées sur SmartDex. Donc effectivement, les gens qui disposeront de SmartDex n'auront pas juste des frais qu'ils vont collecter, mais ils auront un pouvoir de décision sur beaucoup de choses qui vont arriver, sur beaucoup de chaînes différentes. Voilà. Et je vais dire un truc comme ça, mais effectivement, plus le projet va grandir et plus on va se développer sur d'autres chaînes, plus la quantité de possibilités de gouvernance va s'accroître. Et donc, effectivement, plus il y aura d'intérêt à posséder ce token. Alors, pour le moment, on a prévu depuis le départ de rémunérer ceux qui possèdent des SmartDex à travers notre plateforme de stacking. Et il n'a pas été prévu qu'on burn des SmartDex pour quelconque raison. Donc on aurait pu penser qu'on prend 0,02% des fees et qu'on envoie sur un contrat nul qui burn les SmartDex. On a préféré à la place d'envoyer ces frais de transaction à ceux qui stackent leur SmartDex. Ouais, je peux peut-être ajouter un petit truc. Puisqu'on a une quantité limitée de SmartDex qui est déjà déterminée et qui ne bougera jamais, on n'est pas dans le cas de figure où on a forcément besoin de burn pour compenser un principe inflationniste. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, il ne faut pas oublier que le projet va être multi-chain. Comme je l'ai dit dans la question précédente, il aura des utilités très spécifiques sur différentes chaînes. Et donc, la raréfaction du token va être assez importante, je pense, au fur et à mesure du développement de toutes ces utilités. Donc, il y aura de toute façon quelque chose, de presque similaire. Parce qu'on n'a pas besoin de forcer une raréfaction du token à travers du burn, parce que justement, il est déjà capé en termes de nombre. Et donc, avec tous ces mécanismes qui arrivent, il y aura forcément une raréfaction de la chose. C'est une certitude. C'est une certitude, ouais. C'est absolument sûr. Non, alors, à la base, le protocole de SmartDex n'est pas un protocole des lending, donc c'est pas prévu dans notre plan d'action. En ce qui concerne la liquidité dans les échanges centralisés, concrètement, on travaille avec des partenaires. Donc c'est nous qui fournissons des liquidités à travers nos comptes entreprises. Et c'est géré par des partenaires qui sont spécialisés dans le market making et qui gèrent ça à notre place afin de maintenir des liquidités correctes sur les échanges centralisés. Effectivement, plus le marché va se développer, plus de nouveaux acteurs arriveront et il y aura des nouveaux fournisseurs de liquidités. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour le listing, au moment où un exchange lance un coin, on est toujours obligé de le fournir en liquidité à travers des partenaires d'abord. C'est juste ça. Mais après, bien sûr, à terme, ce sera plus forcément le cas. Oui, alors en tant qu'investisseur, je suis dans le monde de la DeFi depuis pas mal de temps. Il y a eu cet engouement sur la DeFi, notamment un peu sur la BSC, etc. On a tous vécu ça en 2021, c'était le boom, c'était exceptionnel. Et c'est vrai que le problème qui est revenu à chaque fois, c'est l'impermanent loss. Je pense qu'on a tous perdu de l'argent. Tous ceux qui font de la DeFi, ils ont forcément tous, à un moment donné, perdu de l'argent avec l'impermanent loss. C'est quand même quelque chose qui est catastrophique quand il y a des tokens qui dumpent de 90%, 95%, c'est beaucoup trop. Donc, j'ai réfléchi d'abord à une solution. Qui pourrait, en réalité,
élargir la liquidité dans entre guillemets, le carnet d'ordre, en fait, tout en mesurant la volatilité. Par exemple, imaginons que la volatilité d'un sous-jacent augmente. J'ai imaginé, pourquoi pas, répartir la liquidité pour moins subir l'impermanent loss au prix du cours. Et en faisant quelques simulations, quelques expériences, etc., on a constaté que c'était quand même très difficile, que la volatilité elle pouvait être manipulée, qu'il pouvait y avoir des exploits sur la blockchain pour piquer de l'argent au pool, etc., etc. Et en jonglant, enfin, en testant plein d'idées différentes, finalement, on est arrivé sur l'idée SmartDex qui fonctionne extrêmement bien, qui est simplement... En fait, l'idée du protocole SmartDex, on arrive à jouer avec les liquidités d'une pool X et Y, on arrive à jouer avec les liquidités de manière à ne pas subir, comment dire, on n'est pas impacté s'il y a une forte volatilité à un moment donné. Le protocole arrive à garder des liquidités pour vendre plus haut et à racheter plus bas. Alors là, je l'ai fait court comme ça, mais on pourra aborder le point plus en détail à travers d'autres questions. Ouais, je vais peut-être rajouter un petit truc. Puisque la question c'était comment on est arrivé à cette idée, effectivement, il y a aussi un point qui était en filigrane dans sa réponse, c'est que nous, un truc qui était extrêmement important pour nous, c'est que le protocole soit autonome. Il y a énormément de tentatives, de trucs qui ont été faits, encore aujourd'hui chez la concurrence d'ailleurs, qui sont des très mauvaises idées parce qu'elles se reposent sur des price feeds externes, parce qu'elles se reposent sur des oracles, parce qu'elles se reposent sur des autres smart contracts dans lesquels on va locker des tokens, acheter des tokens synthétiques pour shorter la volatilité. Enfin bref, il y a des complications extrêmement importantes comme ça qui sont en train d'arriver un peu de partout. D'ailleurs, il y en a même certains qui utilisent aussi ce terme de impermanent gain. Pour nous, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu une blague. Quand on lit ça, on se marre parce que leur truc, ça marche pas du tout. C'est extrêmement risqué. En fait, vous prenez un risque supplémentaire parce qu'au lieu d'être exposé juste à un pool de liquidité, vous êtes en plus exposé à la volatilité à double. Donc, vous avez la volatilité qui vous embête d'un côté parce qu'elle vous fait de l'impermanent loss, puis la volatilité qui vous embête potentiellement de l'autre parce que vous êtes exposé à la volatilité. Alors, vous êtes censé compenser et hedger, mais en réalité, il y a plein de cas de figure où ça peut mal tourner. Et nous, en fait, la grande force de SmartDex, c'est vraiment cette notion de autonomie. C'est-à-dire qu'on a un smart contract qui n'a besoin de rien d'autre que lui-même. Il arrive automatiquement par ce concept de réserve fictive à aller générer et gérer cet impermanent gain quand il y a les circonstances du marché qui le permettent, évidemment. Et au pire des cas, dans 100% des circonstances, il fera mieux que la concurrence, voire bien mieux que la concurrence. Donc voilà, c'est un détail qui est important à comprendre. C'était pas juste seulement comment avoir l'idée de faire de l'IG, parce que ça c'est une chose. Il y en a plein qui peuvent trouver des techniques plus ou moins absolument... Voilà, je vais rester poli. Pour faire de l'IG. Mais est-ce qu'ils sont manipulables? Est-ce qu'ils sont attaquables? Est-ce qu'ils sont vraiment fiables, etc. Ça, c'est une autre question. Et il y a énormément de projets aujourd'hui qui prétendent avoir une solution qui, en fait, volontairement n'aborde pas publiquement certains problèmes secondaires que génère leur protocole. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter. Concrètement, si on prend le protocole Uniswap, c'est géré par un pool qui a deux tokens dedans, le token X, le token Y. Et on va assumer que X fois Y égale K constant, quoi qu'il arrive. Imaginons, on prend un pool avec 10 Ethers d'un côté, 18 000 USDT de l'autre. Et on va... Donc ça, c'est nos réserves qui sont réelles. Et à travers ces réserves, on va créer deux réserves fictives. On va créer une réserve fictive X. Par exemple, si je prends des Ethers comme token X et puis des USDT comme token Y, on va créer des réserves fictives, par exemple, de 5 Ethers d'un côté et de 9000 USDT de l'autre, ce qui représente à peu près 50% de la valeur des vraies réserves. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, on aura un price impact qui sera 2 fois plus grand, mais imaginons que un client arrive, il achète 2 Ethers
à travers ces réserves fictives. Donc on applique la formule de x fois y égale k constant sur ces réserves fictives. Et on observe, bon alors c'est beaucoup, hein, quelqu'un arrive, achète 2 Ethers alors qu'on a dans les réserves fictives 5 Ethers et puis 9000 USDT, c'est beaucoup. Donc le prix il passera de 1800 $ à 5000 $. Donc on a un prix de l'Ether à 5000 $ par rapport à nos réserves fictives. Et les vraies réserves, quant à elles, le nombre d'Ethers, on est passé de 10 à 8 dans les réserves. Et on est passé de 18 000 $ à 24 000 $. Alors, je ne vais pas aller dans les détails des calculs, ça vous pouvez faire vos simulations à la maison. Il y a plein de simulateurs qui existent. Mais bref, j'ai des réserves de 8 Ethers et 24 000 USDT sur notre protocole. Et qu'est-ce qu'on va constater? Les 8 Ethers au prix de 5 000 $, ils en valent 40 000. Donc on a à peu près l'équivalent de 40 000 $ en token X. Maintenant, on a aussi 24 000 USDT qui sont en token Y, donc ça représente 24 000 $. Et on peut constater qu'on a un pool qui est déséquilibré. D'un côté, on a 40 000 $, de l'autre côté, on a 24 000 $. Donc, normalement, avec le protocole Uniswap, avec la règle du X fois Y égale K constant, on a toujours la même quantité de token X et de token Y pour maintenir l'équilibre des prix. Or, dans notre protocole, on a un déséquilibre qui va se faire avec le temps. Et c'est là la clé. Parce qu'on se retrouve avec 40 000 $ d'Ether, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Notre protocole, il va essayer de retourner à un équilibre de 50-50. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a trop d'Ether, il n'a pas assez d'USDT. Il va essayer de vendre des Ethers contre des USDT avec un mécanisme de, entre guillemets, manipulation du price impact. Donc, il va, en fonction de si un acheteur veut acheter ou vendre, donc admettons le prix il est à 5000, donc si un acheteur qui arrive et puis qui veut acheter, je ne sais pas, 0,01 Ether, ou un autre qui veut vendre 0,01 Ether, pour l'acheteur, le protocole va lui créer ses réserves fictives. Pour le vendeur, il va lui créer des autres réserves fictives. Afin que les volumes, si quelqu'un achète et que notre protocole vend, qu'il puisse vendre des volumes supérieurs que si un acheteur vend et que notre protocole achète. Puisque le but est naturellement pour le protocole de vendre. Donc ça aura simplement un impact sur le price impact de l'utilisateur final. Par exemple, si l'utilisateur, là j'ai fait quelques calculs, si un trader, un utilisateur vend 0,01 Ether à travers notre protocole, le prix descendra à 4 948 $. Donc on a un price impact, voilà, on a un mouvement de prix qui se fait. Et on constate que si le même trader, avant de faire cette opération, il aurait, à la place de vendre, il aurait acheté 0,01 Ether, eh ben le prix passera à 5031. Donc, on constate effectivement que le price impact est moins élevé quand un client achète que quand un client vend. Et à travers ce mécanisme, là, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. À travers ce mécanisme, le pool va se rééquilibrer naturellement dans le temps à 50-50. Plus le pool est déséquilibré, plus on va donner un impact sur la manipulation des pools, des réserves fictives, afin d'obtenir cette correction. Et par ce mécanisme, le prix monte de l'Ether de 1800 $ à 5000 $. Il y a un point d'équilibre. Notre pool va gentiment se séparer des Ethers pour les convertir en USDT à travers ce mécanisme. Et il aura exécuté beaucoup de ventes à 5000 $. Donc si maintenant le cours redescend à 1800, qu'est-ce qui se passe? Le cours va redescendre à 1800. Vous pouvez encore simuler sur notre page smartdex.io, sur la rubrique simulation. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera dans un scénario où effectivement le cours il est monté de 1008 à 5000, il est surexposé en Ether.
bon, bien sûr, pendant toute la montée, il leur a vendu un petit peu. On se prend de l'impermanent loss, bien sûr, pendant la montée, mais beaucoup moins que les DEX concurrents. Il aura vendu tout en haut, le prix redescend. Et c'est cet avantage-là qui nous donne cet impermanent de gain. Quoi qu'il arrive, quand le cours revient à son prix initial, dans 100% des cas, à travers nos algorithmes, on va réaliser un impermanent de gain. Et ça, c'est exceptionnel, c'est tout à fait exceptionnel. Et voilà, donc non seulement pendant la montée, on réduit l'impermanent loss à travers ce mécanisme de gestion des réserves fictives, mais en plus, quand on revient, on est gagnant quoi qu'il arrive. Et après, je ne vous explique pas, le cours peut redescendre en dessous de 1800$, le processus il va s'inverser, notre protocole va acheter sur des bas de marché, exceptionnel. Donc voilà. Non mais voilà, bon, on a eu cette idée-là et ça marche. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou... Non, mais je suis... Souvent, ces derniers temps, quand on a parlé avec des gens, parce que je vais peut-être juste, alors pour le coup, je fais une petite... le but de cette vidéo, c'est pas forcément d'être trop protocolaire, mais du coup, je fais un petit aparté. On a pas mal de gens, de gros poissons, on va dire, dans le milieu de la crypto, pour dire ça comme ça, qui aiment avoir des gros capitaux investis dans des gros projets potentiels, etc., qui nous ont approchés. La première réaction déjà qu'ils ont eue, c'était un petit peu effrayant pour eux parce qu'ils se disent comment c'est possible que ça marche votre truc, parce que ça se saurait si c'était si simple. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est 2 ans de retourner le truc dans tous les sens, de faire des tests, des itérations différentes, etc., jusqu'à ce que ça marche. Donc c'est facile de dire ah ouais, mais comment c'est possible, si c'était si simple, on l'aurait fait avant vous, ou Uniswap y aurait pensé. Non. Uniswap était persuadé d'avoir un truc génial. Donc ils cherchaient pas ailleurs, tout comme Google n'a pas vu ChatGPT débarquer. En général, quand on est leader de marché, on voit pas les innovations arriver parce qu'on est persuadé qu'on a le meilleur produit. Bon, ça c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que ils sont très ennuyés parce que nous, on cherche pas d'investisseurs, on a tout développé nous-mêmes. Et en fait, ils essaient de nous proposer des deals pour avoir des parts, des trucs et tout. On rejette absolument tous les deals du genre. Donc on sait que notre protocole dérange. Ça, c'est un petit truc. Donc voilà, c'était juste pour dire, beaucoup de gens pensent que c'est trop beau pour être vrai. En fait, il suffit d'utiliser notre simulateur pour se rendre compte que ça fonctionne. Et on a bientôt, d'ailleurs, d'autres fonctions qui vont arriver sur cette page de simulation avec capacité de traquer en temps réel les performances des LP, etc. Et les gens pourront constater on-chain en temps réel que ça fonctionne. Donc il y aura plus de doute possible pour qui que ce soit. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et je vais rajouter quelque chose. Il est vrai que souvent la question revient, mais si on fait de l'impermanent de gain, finalement, dans le marché, il y a toujours des contreparties. Hein. Quand il y a des gagnants, il y a des perdants, bien entendu. Et on nous dit souvent, mais s'il y a de l'impermanent de gain, enfin, d'où vient cet argent? Ça n'a pas été pondu, c'est pas tombé du ciel. Donc, effectivement, je vous reprends l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure. Si le prix de l'Ether, il part de 1800$, il monte à 5000 et puis on redescend à 1800$. Imaginons qu'il n'y a que des arbitreurs sur notre protocole. Il n'y a pas de clients, il n'y a que des arbitreurs. Donc ces arbitreurs, ils vont simplement aller regarder le prix sur Binance, ils vont acheter-vendre sur Binance, ils vont acheter-vendre chez nous pour équilibrer le prix. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le prix sur Binance, le prix monte de 1800$ à 5000$. Les arbitreurs, ils vont aller chez nous, ils vont faire monter le cours de 1800$ à 5000$. Très bien, ensuite ça se trade pendant 1 ou 2 semaines à 4900, 5100$. Et après, qu'est-ce qui se passe? Sur Binance, le cours redescend de 5000, on redescend à 1800. Les arbitreurs, ils reviennent sur le protocole SmartDex, ils vendent pour refaire passer le cours de 5000 à 1800$. Logique. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est produit? On constate que les arbitreurs, avec les opérations qu'ils ont fait, l'ensemble des opérations qu'ils ont fait sur notre protocole, eh ben, ils ont perdu de l'argent, eux, puisque nous, on fait l'impermanent de gain. Si on prend la somme et l'addition totale des opérations que les arbitreurs ont fait chez nous, la somme, elle sera négative. Par contre, eux, les arbitreurs, ils ont gagné de l'argent sur Binance. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait sur Binance? Pour s'arbitrer justement des opérations qu'ils ont fait sur SmartDex, ils ont vendu à 5000 et ils ont acheté à 1800. Donc finalement, la perte qu'ils ont fait chez SmartDex, ils l'ont faite sur Binance. Et les vrais perdants dans l'histoire, c'est les clients de Binance qui ont, par exemple, acheté les Ethers à 5000$ et les autres clients qui ont revendu les Ethers
à 1800. Voilà. Donc, la perte se fait. Enfin, il y a un équilibre de marché qui se fait. Non, mais je voulais dire, pour faire une mini-analogie, c'est comme si notre protocole était un bon trader et qu'il y avait des mauvais traders qui faisaient des mauvaises affaires sur Binance. Bah, du coup, ils sont pénalisés face à notre protocole qui, lui, a vendu au meilleur prix et puis a racheté plus bas. Voilà, c'est une façon très simple de présenter les choses. Évidemment, c'est pas aussi simple, mais en vulgarisant, le protocole SmartDex agit de facto comme une espèce de trader intelligent. Smart, ouais. Intelligent. Exact. Donc, c'est là d'où vient le mot SmartDex, qui est évidemment SmartDex. Voilà. Alors non, pas de système de parrainage, on a un protocole décentralisé, donc pas de système de parrainage. Bah, on a une page Jobs sur le site, donc allez regarder et postuler si vous avez envie. On embauche. On cherche du monde et on a vraiment besoin de main-d'œuvre là, donc n'hésitez pas. C'est une très bonne question, ça j'ai bien envie d'y répondre parce que en fait les gens nous pensent qu'on attaque Uniswap parce qu'il y a souvent des discussions sur Telegram et Twitter. Où est-ce que vous voyez le prix de SmartDex? C'est quoi le market cap? Aujourd'hui, il y a deux piliers dans la DeFi, enfin on va dire dans la crypto. Il y a la finance centralisée, la finance décentralisée. La finance centralisée, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle est pas chère. Vous pouvez faire des milliers de trades par jour à quasiment zéro de frais, très peu, zéro. Enfin, plus vous faites de volume en général, plus les exchanges centralisés vous offrent des frais faibles. Donc c'est un énorme avantage, mais un méga inconvénient, c'est qu'elle est centralisée. Et on voit bien que quand ça marche pas, comme FTX par exemple et d'autres, pour ne pas les citer, c'est un gros problème. Mais du coup, l'alternative, c'est la finance décentralisée, la DeFi, qui a un énorme avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus sécure quand les contrats sont bien faits, évidemment, bien audités et pas hackables. Elle est beaucoup plus sécure par principe, parce qu'elle n'a pas un point d'attaque comme les exchanges centralisés. Par contre, elle coûte cher en frais, que ce soit en frais de transaction, en frais réseau, en frais à rémunérer pour les liquidity providers, etc. Et c'est là où en fait intervient SmartDex, c'est en fait nous on attaque les deux en fait. Nous on n'est pas seulement là pour absorber le marché de la DeFi. On a créé des fees extrêmement faibles parce qu'on s'attaque aussi aux exchanges centralisés. Et en fait, les gens font une erreur quand ils calculent le market cap potentiel de SmartDex. Et là, bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. Faites chacun vos recherches et vos projections. Mais sachez juste que nous, on prend en compte ça et on vise à prendre de la part du marché, pas seulement à nos concurrents en DeFi, mais aussi aux exchanges centralisés. Et là, on parle d'ordre de grandeur un petit peu différent en termes de market cap. Donc voilà un petit truc qu'il faut garder à l'esprit. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait des fees aussi faibles. Voilà. Tu veux en parler? Ça, pour le moment, on n'a pas prévu de le faire. Concrètement, on n'a pas prévu de le faire. Nous, ça, c'est plutôt une porte ouverte à d'autres protocoles, peut-être, qui veulent nous utiliser et faire un système de lending avec des USDT ou USDC, etc. Et après, ils font effet de levier directement sur notre protocole. Mais on n'a pas prévu de le faire nous-mêmes. Mais effectivement, oui. Donc, c'est clairement un lien. Hein. Donc, nous, on est très actifs en tant que market maker sur Binance. Et effectivement, hein, dès qu'il y a des hausses de volatilité, la première stratégie, c'est attention, on supprime les ordres, hein, sinon on se fait défoncer. Parce qu'on se fait exécuter. Le prix, il est là, on se fait exécuter là. Et puis le prix se retrouve ici, on fait une perte. Hein, donc là, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour le comprendre. La première stratégie, c'est effectivement de supprimer, d'élargir nos fourchettes, nos spreads dès que la volatilité elle augmente. Et puis ça, la DeFi ne le fait pas. Hein, voilà. Donc en fait, on est parti de là-dessus. En fait, c'est quasiment, pour le coup, on répond un petit peu de la même manière qu'une autre question plus tôt, mais effectivement, c'est pas possible de faire ça sur la DeFi sans prendre des risques trop importants. Donc, la solution, c'est SmartDex, justement. Oui, alors, il y a très peu, voire aucun protocole sur la planète Terre, sauf vraiment au pic de la bulle la plus immense qu'il y a eu l'année passée, en pleine impression monétaire massive, qui dégageait des TVL pareils et une adoption pareille en un mois. Ça a l'air petit parce qu'on parle de quelques centaines de stackers, quelques milliers d'utilisateurs, mais en réalité, en un mois, c'est déjà
exceptionnel d'avoir des résultats pareils. Il y en a beaucoup qui s'en rendent compte. Et évidemment, on est très loin encore de ce qu'on imagine comme activité à venir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y avait une question un petit peu juste en dessous sur comment nous, on a vu ça en termes entrepreneurial. Nous, on a vraiment vu ça comme une aventure. C'est pour ça qu'on a financé la recherche et le développement de cette chose nous-mêmes. C'était vraiment pour pas être dépendant de quelque chose d'extérieur. Vraiment, on avait envie d'être capable de porter notre vision comme on la voyait sans être influencé par des gens qui ont des intérêts à défendre. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est ça. Ok, voilà, c'est ça. Clairement, l'idée de notre protocole, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est pas d'acteurs externes. On a une politique, donc on n'a libéré aucun token pour le team, aucun token pour le développement du projet, etc., comme ils font les autres projets. Vraiment, 100% des tokens, l'allocation a été faite soit aux premiers acheteurs, soit pour le yield farming, enfin pour les rendements, pour motiver les liquidity providers. Donc, au début, 50% d'allocation, donc 5 milliards de tokens ont été mis en contrepartie d'une demande d'approvisionnement de 500 000 USDT. Donc nous, on a fourni les premiers 500 000 USDT pour fournir les premières liquidités sur SmartDex. L'objectif, c'était d'avoir une capitalisation totale supply de 1 million de dollars. Donc l'objectif, on l'a atteint. Et de cette manière-là, on a pu afficher des rendements pour les premiers utilisateurs qui ont rejoint notre protocole. C'était très important que dès le premier jour, on puisse afficher des rendements. Et c'est grâce à ces 500 000 dollars qu'on a mis qu'on a pu afficher ces rendements sur notre site. Et c'est d'ailleurs pour ça que la TVL elle est arrivée très rapidement. Donc 50% de tout le supply, il était mis dans cette pool. Donc on a constitué CLP, on est propriétaire de CLP. Actuellement, à l'heure où on fait cette vidéo, sur les 5 milliards, il reste à peu près 1,2 milliard dans ces pools de liquidités. Donc ça veut dire qu'il y a 3,8 milliards qui a été vendus à tout le monde. Et tout le reste, on a 3,8 milliards qui ont été vendus à peu près tout le monde. On a 1,25 milliard qui ont été donnés en récompense aux liquidity providers pendant les 4 premières semaines de boost. Et maintenant, donc on a quasiment la moitié, un peu plus de la moitié du supply qui est dans la nature chez tout le monde. Maintenant, le supply qu'on a donné au début, donc c'est 500 000 dollars et puis le 50% des SDEX, on a prévu, et c'est indiqué dans notre doc, qu'on retire 2,5% de DLP par semaine. Donc là, on est à la semaine numéro 4. On va procéder au 4e retrait cet après-midi. Et en fait, c'est l'argent finalement qu'on récupère de notre investissement et qui va aller dans l'entreprise et qui sera utilisé pour payer les salaires, pour développer le protocole SmartDex, parce qu'on a encore plein d'idées, je vous garantis. Et ça coûte et on va aller de l'avant avec ça. Et pour le moment, on est dans la bonne direction. Ouais, moi je vais rajouter un truc. Il y a eu pas mal de questions sur comment la team se finançait, est-ce qu'on vendait des SmartDex pour payer les gens. Bref, parce que les gens sont toujours un peu effrayés, etc. Nous, déjà, on compte absolument pas vendre de SmartDex parce qu'on est très très loin de ce qu'on imagine. On déjà. achète. Ouais, pour être franc, on l'affiche pas, on n'en parle pas trop parce que on donnerait l'impression qu'on cherche à manipuler les gens, mais on en rachète régulièrement. On est les plus gros. Enfin, si on a financé un projet pendant 2 ans avec des gens qui coûtent cher parce qu'ils viennent des meilleures universités, c'est parce qu'on y croit. Donc c'est pas pour après vendre ces tokens et puis faire du profit à court terme, c'est pas du tout ça. On est encore très loin des objectifs que nous on s'est fixés comme investisseurs. Donc effectivement nous-mêmes on a été acheteurs de SmartDex à travers ce pool initial dont a parlé Eric.
Et du coup, évidemment, on a toutes les raisons de promouvoir et de faire grandir SmartDex le mieux possible, puisqu'on est nous-mêmes engagés en tant qu'investisseurs, au même titre que n'importe quelle personne qui a acheté des liquidités sur ce pool. Donc voilà. Donc souvent, quand on nous demande comment vous faites pour payer les gens, il vient d'où le cash flow, etc., les gens oublient qu'on est entrepreneur, on a plusieurs entreprises, on a du cash flow qui arrive de plein d'endroits. Les employés, une des premières questions qu'ils nous posaient quand on les embauchait, c'est « vous faites pas de chiffres, comment vous payez les salaires, vous êtes une petite start-up, on coûte cher, etc. etc. Qu'est-ce qui me dit que dans 6 mois, vous aurez encore de quoi nous payer ?» Il y a même certains ici qui ont eu la malencontreuse expérience d'avoir été embauchés dans des projets qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'ils ont été... ils ont fait la fête quand c'était le bull market et on nous a tout de suite demandé mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un bear market. Nous, quand on a commencé le projet, c'était début, on va dire, du bull market précédent. On nous disait mais qu'est-ce qui se passe si tout se pète la gueule, est-ce que vous serez toujours capable de nous payer. Nous, la dernière fois que le marché s'est cassé, on a tous été foutus à la porte parce qu'il n'y avait plus de quoi se payer les salaires. Très vite, ils se sont rendus compte quand le marché, effectivement, Bitcoin est passé de 69 à 16 000 et puis que les salaires arrivaient toujours, qu'ils n'avaient pas de soucis à se faire. Donc voilà, effectivement, nous, on a du cash flow. On ne compte pas du tout vendre nos SmartDex ni à court ni à moyen terme. C'est vraiment une vision long terme qu'on a. Et puis pour tout ce qui est cash flow, donc c'est nos autres entreprises et apports personnels qui suffisent à ça. Et puis pour ce qui est de nos propres bénéfices dans le SmartDex, ben, évidemment, on les vise à beaucoup plus long terme. Donc voilà, c'était juste pour mettre... Après, c'est vrai que dans le cash flow, aujourd'hui, on a quand même, il y a toujours ces LP qu'on peut utiliser. Hein, donc, on a quand même 4,3 millions d'USDT qui sont dans ces LP. Ben ça, 100% de cet argent, elle va partir dans... C'est pour la société, quoi. C'est pour le développement du projet. Hein, c'est pas, ça va pas dans notre poche, quoi. Ouais, exactement. Alors, on nous a demandé un roadmap dernièrement. On a fait un sondage sur Twitter. Il y a des gens qui veulent... Il y a un peu les deux camps. Il y a ceux qui veulent garder les surprises et qu'on les annonce et ça fait exciter tout le monde. Et puis il y a ceux qui veulent savoir exactement tout ce qui va se passer à l'avance. Du coup, j'ai demandé de faire un sondage avec 3 options, surprise, roadmap ou un peu des deux. Et puis la solution qui a gagné, c'est un peu des deux. Donc on va effectivement publier un roadmap où on va vous donner un petit peu des idées dans les grandes lignes de là où on va. On vous en a déjà partagé quelques-unes là à cet instant dans cette vidéo. Peut-être même d'ailleurs que quand la vidéo sera publique, il y aura déjà ce roadmap qui sera publié, on verra. Et puis pour ce qui est des trucs plus précis, des dates, des détails, etc., on va rester sur le côté un peu plus surprenant, histoire de garder un petit peu cet engagement de la communauté qui est toujours un petit peu excitée à découvrir ce qui se passe ensuite. Donc voilà pour cette question. Alors une question qu'on nous a souvent posée, donc au moment de cette publication, je ne sais pas si le résultat, en tout cas du premier audit, est déjà dehors, mais c'est comment vous allez attirer des liquidités, etc. Là, on est dans une situation un peu délicate où forcément, si on est liquidity provider et puis qu'on doit poser des millions sur un protocole qui n'est pas audité, on n'est pas forcément très rassuré. Donc effectivement, quand il y a les audits qui vont sortir, ça va rassurer du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, on fait très peu de volume. Faut être clair. On est un projet qui est tout jeune. On n'a même pas 1 mois à l'heure où on filme cette vidéo. Donc effectivement, pour l'instant, le volume n'est pas compétitif avec celui d'Uniswap pour rémunérer les LP de manière extravagante comme il y a comme les autres protocoles quand il y a des pics de volatilité et de volume. Mais on va y arriver très simplement par l'attrayance qu'on offre dans nos rewards. Aujourd'hui, c'est quand même plus rentable de venir chez nous, même avec un faible volume, parce que nos rewards sont très intéressants. Et on a vraiment le meilleur rendement de la DeFi aujourd'hui. Incontestablement, il n'y a pas un seul protocole sur Terre qui fait mieux. Et on est, pour cette raison d'ailleurs, je pense, le premier protocole en termes de croissance sur la blockchain Ethereum et sur toutes les chaînes comprises d'ailleurs, sur ce dernier mois. Donc c'est pour ça que les gens commencent à arriver, c'est pour ça que les gens s'intéressent. Mais effectivement, quand il y aura plus d'expérience, plus de feedback, plus de confiance grâce aux audits, etc., on est très confiant sur le fait que la TVL va augmenter, les liquidités vont arriver. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, alors tu étais très clair dans ton explication. Et puis, je peux rajouter que c'est vrai que sur la blockchain Ethereum, on a des frais élevés. Donc, si quelqu'un veut swapper 1000, 2000, 3000 $, effectivement, à chaque fois, il doit payer 5 ou $10. Ça fait très cher.
Mais il ne faut pas oublier qu'on va bientôt déployer sur les autres chaînes avec des frais de transaction qui sont très faibles. Donc là, on pourra être compétitif dès le début. Dès le début, déjà au jour du déploiement, on sera compétitif par rapport aux autres. Et donc ça, c'est un atout qui est à prendre en compte. Très juste. Voilà. Donc pour le coup, je pense qu'on a tout dit. On a peut-être oublié quelques questions, peut-être un peu moins fondamentales, mais on n'a pas envie de faire une vidéo de 2 heures non plus. Donc vous nous pardonnerez, peut-être qu'on y répondra sur Telegram. N'hésitez pas, on est souvent là-bas. On vous remercie de votre attention. On fera peut-être d'autres vidéos à l'avenir où on présentera un petit peu l'équipe, où on travaille, peut-être vous donner un petit peu d'autres contextes à voir qui sont intéressants. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater ces vidéos qui viendront. Et puis pour le reste, évidemment, si vous avez d'autres questions qui arrivent, nous, notre but, c'est vraiment d'être disponible pour la communauté. Donc que ce soit sur Twitter ou Telegram, en général, on y répond assez rapidement. Et puis si on voit qu'il y a d'autres questions qui arrivent souvent, on refera une autre vidéo de ce genre, ou en tout cas, à coup sûr, une autre vidéo de ce genre pour une prochaine étape importante du protocole. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Merci, non, j'ai rien ajouté. Merci de nous avoir suivis. Super cool. Merci et à bientôt, peut-être. Ciao. Au revoir.